السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في ايزا توكس لو بودكاست اللي كاع كنتو تسناو فيه واللي راح يجمع ما بين لي جون اي لي بروفيسيونيل في كاع واش يخص لو موند دي زافير. نستفتحوا هذا لو بودكاست بلا بريزونس تاع لو شير ديريكتور جينيرال دو نوتر ايكول سوبيريور الجيريان دي زافير. نرحبوا مسيو نور الدين مناني. ميرسي بوكو مسيو. Merci Marlovic, يعطيك الصحه بحضورك. merci de me faire participer à votre événement, à cette activité que je connais avec beaucoup d'émotion et que j'ai appris à connaître et qui représente votre monde et votre façon de vous adresser à vous-même et à votre environnement. Merci. Alors monsieur le directeur, est-ce que تقدر تحكي لنا على لو باركور تاعك قبل ما تجي هنا لليزا؟ Alors, le parcours que j'ai eu à avoir durant ma vie a deux trajectoires. Une que je dirais académique et l'autre purement et proprement professionnelle. Je suis un pur produit de l'État. J'ai travaillé pour le compte de ministère où j'ai été membre ou acteur, parfois actif, parfois moins, et parfois à la tête de structures où nous avons discuté des projets de loi, nous avons réformé les activités de l'État à notre niveau, jusqu'à les discuter au niveau du secrétariat général du gouvernement, où sont produites toutes les décisions majeures au niveau de l'État sur le plan structurel. Par ailleurs, j'ai travaillé, c'est le point le plus important, j'ai travaillé sur des partenariats, des accords, donc dans des commissions, des accords internationaux, pardon, et c'était l'activité qui m'a plu le plus, c'était discuter les accords internationaux au niveau local, c'est-à-dire d'une part la partie algérienne, et puis essayer de défendre les intérêts de l'Algérie, les intérêts de notre pays, avec des partenaires, avec l'autre partie. Je reviens maintenant à parler de ma vie académique. J'ai fait mes études en administration. لينا. Pas l'ENA, non, pas l'ENA, c'est une école d'administration, c'est une autre école, mais c'est l'école supérieure, l'école nationale d'administration militaire, et qui a un programme, on va dire, rattaché à ce que fait l'ENA. Ce n'est pas pour gérer les administrations comme le fait l'ENA, mais bien au contraire, c'est pour gérer ce que a besoin l'homme quand il est sur le terrain, c'est-à-dire administrer, c'est-à-dire gérer les besoins des troupes, gérer les besoins toutes les formations. Formation, c'est-à-dire une société, une collectivité qui vit ensemble, gérer leurs besoins et pour qu'ils soient prêts, pour qu'ils soient servis en temps réel. Et puis, donc, pour revenir à ma carrière académique, j'ai poursuivi mes études aussi en sciences économiques et de gestion, pour finir avec une thèse de doctorat où j'ai travaillé sur les partenariats publics-privés à l'Université de Lille. Et dans cette même université, j'ai enseigné plusieurs matières dans le cadre des contrats, etc. Et j'ai publié des articles sur les partenariats publics-privés, sur la gestion des risques, des articles que j'avais travaillé avec des collègues, notamment un collègue libanais que je salue par cette occasion, un excellent chercheur. Et puis revenu en Algérie après mes études, enfin la poursuite d'études, je me suis lancé aussi dans quelques travaux de recherche où j'ai publié en 2024 mon dernier article. Là, je suis en plein gestion quotidienne, donc je ne suis plus versé dans cette activité, mais j'y reviendrai, hein, Inch'Allah. Voilà, donc ça, en gros, c'est tout ça.
Et puis voilà, j'ai enseigné aussi dans des écoles telles que l'ENITA, l'école de santé de Naja. J'ai enseigné à l'école d'Oran d'administration. Voilà, j'ai donné des conférences un peu partout. Et donc, je suis resté actif sur le plan académique jusqu'à arriver à l'école la plus prestigieuse en Algérie, euh, dont vous êtes un membre activement présent. Exactement. Voilà. quelle est la période اللي حسيت روحك تعلمت فيها le plus؟ Alors, la période اللي تعلمت فيها le plus, je crois que c'est celle-ci. C'est la dernière phase de ma vie parce que je me frotte aux jeunes que je considère mes enfants et je crois que les enfants sont la plus grande école. C'est vrai. Pourquoi vous avez accepté de prendre la direction de l'ESA? La direction de l'ESA, je n'ai pas accepté de la prendre, je l'ai sollicitée. Contrairement à ce qu'on peut croire dans une vie, qu'on vient toquer à ta porte te demandant de prendre quelque chose, je pense que ça n'existe pas. Personne ne te propose rien du tout dans la vie. Si tu travailles, tu peux arriver, même si on te le propose, c'est en quelque sorte c'est ce que tu as mérité d'être voilà, l'élu pour. Donc pour l'ESA, j'ai quitté une première carrière pour vouloir travailler dans le monde académique où je me suis présenté à l'ESA pour donner des cours à l'initiative de l'ancien directeur qui reçoit tous mes hommages aujourd'hui. Donc je lui présente mon parcours pour, pour enseigner, pour intervenir. Et, c'était mon souhait. Juste après, mois de janvier 2023, le conseil d'administration de cette école ouvre les candidatures pour le poste de directeur général, parce que le mandat de l'ancien directeur avait expiré. Et je dépose ma candidature le 11 février 2024. Un mois après, ma candidature était retenue. Et donc, ma candidature était retenue avec des collègues. On est resté trois. Et le conseil d'administration avait à choisir entre les trois parcours. Et on a défendu chacun de sa part Ses arguments, ses ses arguments, visions. etc. Et je me suis battu pour prendre cette école, pour lui donner le meilleur de moi-même. Est-ce que vous avez regretté? Je pense pas que les hommes regrettent. Les hommes avec un grand H, c'est-à-dire l'humain, je pense pas qu'ils regrettent. Personne n'a rien regretté de sa vie. On regrette les conséquences de ses choix, par exemple. Par contre, je ne regrette pas de choisir. Choisir, c'est renoncer. On peut regretter de renoncer à autre chose, mais regretter un acte, je pense pas que ça existerait, donc ça n'existe pas. Mais regretter dans le sens restreint pour répondre précisément à cette question, c'est tout le contraire de ce que je regrette. Prendre cette école était pour moi la plus grande des opportunités. Et cette opportunité, je la saisis pour donner à mes étudiants. Je dis toujours mes étudiants pour leur donner pour leur exprimer euh, pas ma disposition, mais ma détermination à créer un environnement holiste, un environnement où on est tous unis. On constitue un tout, où on fait bloc. Esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Voilà. Le sentiment d'appartenance Exactement. qu'on voudrait créer pour l'ensemble des acteurs de cette école. Et encore à fortiori les étudiants. وشنو هي la vision تاعك pour cette école et aussi vos étudiants? Ma vision, je l'avais exprimée dans mon projet quand j'ai déposé ma candidature, j'avais un projet où j'avais présenté ma vision, donc ma stratégie, mais cette vision manquait, il y avait un biais, il y avait un manque, il n'y avait pas les moyens, parce que une vision, c'est une stratégie. La stratégie, c'est ce qu'on veut avoir, mais on a besoin de déterminer les besoins, c'est-à-dire les moyens qu'on devra déployer.
Je ne connaissais pas mes moyens, je n'étais pas encore directeur. Arrivé à cette école, je trouve qu'il y avait des moyens qu'on pourra exploiter, notamment les forces humaines qui existent. Euh, Nous avons un panel extrêmement diversifié. Nous avons des étudiants jeunes, moins jeunes, des étudiants qui travaillent, des étudiants qui ont besoin euh, d'être motivés. Et nous avons essayé de décloisonner par la création du BDE, la remise en selle du BDE qui n'existait pas, euh, les, euh, les groupes, des groupes que vous Club. appelez les clubs. Donc les clubs ont donné naissance à ce que vous faites, euh, etc. Donc essayer de redynamiser l'activité propre de l'étudiant et lui donner l'enterrer en quelque sorte pour qu'il devienne un arbre. L'enterrer dans des travaux, l'enterrer dans des pensées fertiles qui donnent naissance à une nouvelle vie et qui donneront de lui ce qu'il veut devenir. Euh, pour la vision, enfin pour l'administration, pour le côté de l'école, je veux faire de cette école, je veux que cette école devienne un acteur propre à lui-même, un acteur qui existe de par lui-même, qui ne serait pas le produit d'autres écoles, qui n'existe pas qui n'existerait pas juste parce que il est le fils ou la fille de quelqu'un, qui soit par lui-même existant. Nous avons engagé plusieurs démarches, notamment des démarches qui seraient inscrites dans une logique d'accréditation. Et le jour où on pourra être accrédité par des organismes accréditeurs, nous serons à ce moment-là, notre voix porteuse. Nous aurons une voix qui porte. Et d'autres écoles viendront et diront, je suis partenaire de l'ESA et pas le contraire. Ce sera une fierté pour eux. Inch'Allah. Ensemble, nous y arrivons. Inch'Allah. C'est ça. Est-ce que vous avez des projets pour moderniser l'école sur le plan digital ou pédagogique ou même structurel? À ce titre, je vais faire de la politique. J'espère ne pas en faire. J'ai jamais voulu en faire. Je remercie le ministre du Commerce qui, je dirais pas m'avait ouvert les yeux, mais m'avait encouragé pour faire ça. Parce que j'ai toujours voulu être au diapason de ce qui se fait, de l'évolution et de la technologie, de l'avancée technologique. Oui, il me rend visite 4 septembre, me semble-t-il, c'était au début, et il me donne feu vert, malgré que l'autorité, c'est le conseil d'administration qui gère les budgets, etc., qui contrôle, j'ai besoin de quelques autorisations pour lancer des projets grands comme ça, euh, et qui m'ouvre le- m'ouvre le chemin pour que je dise l'État est d'accord. Donc en plus des arguments, en plus des arguments, vous avez un bâton en chaîne qui peut m'ouvrir un chemin. Et grâce à ce bâton, j'ai eu à défendre cette initiative. Et donc, le président du conseil d'administration a été convaincu pour m'autoriser à numériser toutes les, toutes les salles en y mettant des écrans de la dernière avancée technologique. Nous sommes sur un projet qui coûtera autour de, je ne sais pas si on a besoin de dire les chiffres, mais voilà. Donc c'est un grand projet, peut-être le plus grand de l'ESA. En plus d'un autre projet qui est la construction d'une salle de sport au sein même de l'ESA. C'était mon projet le jour de mon entretien. Alors, on m'avait dit, qu'est-ce que vous avez comme projet? J'ai dit mettre des salles de sport au niveau des écoles, mais aussi au niveau des entreprises. Mon père, feu Abdelzak Nani, était dans le domaine de la jeunesse et des sports, où il disait toujours, si on construit un stade, on détruit 3 hôpitaux. Donc, si un stade, des gens, quand ils font du sport, ils ne tombent pas malades, on n'aura pas besoin d'hôpital. Exactement. C'est vrai.
Voilà. Donc les étudiants ont une activité cérébrale très intense, surtout ici au niveau de l'ESA. Et additionné à ça, une salle de sport qui est là, à côté, juste par un coup de tête entre les étudiants, allez, ici on se fait un match de volley, ils passent à côté, ils ont une salle, ils font de l'exercice. Exactement. Voilà. Et puis après, puisqu'ils font de l'exercice, ben, ils schlinguent. Et quand ils schlinguent, ils vont se doucher. Et donc là, c'est. Voilà, parce que si on Tout ne se fait pas de complète. sport, on risque de ne pas se toucher pendant 3 jours. Et c'est mauvais. Donc faire du sport, c'est bien pour. Moi, j'avais arrêté le sport juste parce que j'allais intégrer l'ESA par manque de temps. Par manque de temps. Voilà. Exactement. Donc, Donc c'est. ce projet, je pense qu'il sera réalisé courant cette année. Inch'Allah. Inch'Allah. On entend de plus en plus parler des partenariats ou de nouveaux partenariats à l'ESA. Ouais. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, des étudiants? Alors, les partenariats pour les étudiants, c'est une activité anodine. Ça C'est une n'a activité? anodine, qui n'a aucun impact sur leur but, sur leur trajectoire et sur les raisons pour lesquelles ils ont intégré l'ESA. Ils ont intégré l'ESA pour avoir la double diplomation, je n'ai aucun complexe à le dire, et ils l'auront ça. L'ESA a pour partenaire l'Université de Lille, c'est notre partenaire stratégique, notre partenaire historique et notre ami. Et personne ne se défait de ces partenaires historiques et ne quittera encore moins ses amis. Donc ça, c'est un volet qui est non négociable. Nous restons avec l'Université de Lille, en dépit de tous les problèmes exogènes à notre activité académique et d'enseignement supérieur, nous resterons amis et nous développons jusque-là beaucoup d'activités. Cette année, j'ai reconduit l'accord qui nous lie et nous y avons intégré le doctorat académique de Lille. Oui. Donc c'est une autre avancée. Donc nous sommes sur l'avancée, nous sommes sur le développement de ce partenariat et non sur sa destruction. Les partenariats par ailleurs existants avec l'ESA ne sont pas là pour détruire les autres partenaires que nous avons, mais bien au contraire pour les nourrir. D'ailleurs, nous avons un partenariat, un projet avec l'université de Galatasaray en Turquie, où nous avons intégré l'université de Lille et c'est devenu un partenariat tripartite. ESA, Lille, Galatasaray. Et c'est un signal fort pour dire que nous sommes là pour créer d'autres activités partenariales, euh, pour enrichir l'échange, pour enrichir le, les travaux communs, pas pour les appauvrir. Donc, Ces partenariats serviront pour la recherche, pour la publication, pour nourrir notre revue, pour rayonner notre existence, pour que notre image rayonne, pour que l'ESA soit connue, pour que l'ESA puisse être accréditée. Donc c'est dans le cadre de l'accréditation que j'ai lancé ces partenariats tout azimut. Et ce n'est pas tout azimut, le choix a été bien structuré. Nous avons entamé des partenariats avec les 5 coins du monde. Pour l'Afrique, nous y avons choisi l'Afrique du Sud. Pour l'Asie, la Corée du Sud. Pour l'Europe, l'Allemagne. Pour les Amériques, le Canada. Donc c'est une sorte de BRICS à l'algérienne. Voilà. Et tous les partenaires sont là pour travailler ensemble, pas travailler à titre singulièrement décroché de nos travaux. D'ailleurs, nous organisons le 30 juin, Inch'Allah 2025, 30 juin là, nous organisons un événement où il y aura des intervenants, des chercheurs, des différents partenariats, et c'est un événement jumelé entre l'université de Gangkook à Séoul et l'ESA. Donc c'est un événement binaire entre nous. C'est la première fois que ça existe en Algérie. Cet événement, on y intégrera des travaux de chercheurs issus de différents
partenariats, enfin, universités partenaires. Il y aura 2 intervenants venus d'Allemagne, de Lille. Il y aura, bon, Galatasaray aussi, le doyen y est invité. On est en train d'organiser. Euh, donc, euh, cet événement sera un événement très riche et il nous permettra déjà de nous frotter. Et les panels qui seront, le panel qui sera engagé en fin de cycle, discutera des différentes questions liées au développement économique de l'Algérie parce que le thème de cet événement est et les échanges internationaux. C'est-à-dire ce que l'Algérie devrait tirer des différents échanges et donc les importations et les exportations qui posent aujourd'hui problème. Et notre activité centrale autour des études, des enseignements, de la recherche, mais également de la portée de ce qu'on fait, donc des activités économiques. Donc nous sommes très soucieux de ce qui se passe autour de nous et nous sommes là pour trouver des issues, pour essayer de donner conseil, de créer une dynamique de consulting, on va dire, consulting pour le compte de l'État. Et donc cet événement, nous l'avons classé comme congrès, et c'est le congrès de l'ESA. Cet événement sera chaque année, il se renouvelera chaque année. Cette année, Ce sera une tradition. ce sera une tradition, cette année en Algérie, peut-être l'année prochaine à Séoul. Et on y intégrera peut-être nos partenaires par la suite. Donc là, il est entre nous et Bangkok. Et peut-être après, on va être peut-être plus élargi. Donc c'est le premier congrès de ce niveau-là qui se produit en Algérie. Et c'est l'ESA qui le produit. Je vous invite à manifester une fierté. Comment est-ce que vous sélectionnez vos partenaires et qu'est-ce que pour vous un bon partenariat ou un partenariat réussi? Je pense qu'un partenariat réussi n'est que le fruit de notre volonté. Choisir un partenaire qui est tout à fait décalé de ce qu'on peut faire est contre-productif. Je vais vous donner un exemple simple. Vous prenez une école de commerce de première génération, c'est-à-dire fraîchement créée, qui ne produit pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, avec son voisin, Schema Business School, ou l'HEC, ou EDEC, et ils vont faire un partenariat. C'est en quelque sorte une acquisition. C'est ce qu'on appelle les FUSAC, les fusions-acquisitions. Donc c'est pas une fusion, c'est une acquisition. Et c'est cette école de proximité qui sera au service de ce bolide ou de ce géant de l'enseignement supérieur. Ça, nous n'avons pas vocation à le faire. Et je considère qu'aucune école n'est supérieure aux capacités de l'ESA. Donc on peut être partenariat de qui on veut, mais il faut faire attention à ce point-là. Après, pour que le partenaire soit productif, comme vous dites, soit enfin, optimalement, enfin, pour qu'il soit d'une manière rationnelle porteur de valeur ajoutée, il faut que les efforts soient conjointement et conjointement engagés. Et les efforts, de notre côté, nous sommes là pour les faire. Et les efforts du partenaire, on peut même les guider. Parce qu'il y a le politiquement correct. Si on engage des travaux, tels que, je vous donne l'exemple de notre partenariat avec l'Université de Séoul, Dankook a une histoire de 150 ans. C'est une université qui existe depuis 150 ans. L'ESA existe depuis 20 ans. Et nous avons, dès la signature de l'accord, engagé des travaux. C'est-à-dire nous ne sommes pas restés à attendre que notre partenaire organise et nous invite, comme font tous les partenaires de par le monde, des partenaires avec une université. Donc, le jour où il y aura un événement, on t'invite en tant que partenaire pour présenter quelque chose, pour assister, en tant qu'invité. Et puis, nous avons pris un autre chemin.
celui de l'initiative et celui de la détermination. Et donc nous avons un petit peu bousculé notre partenaire. Nous avons, par là, pour une la première phase, nous avons invité le professeur Nam qui a animé une conférence ici où nous avons travaillé bien ensemble, qui est resté une quinzaine de jours. Et donc elle a commencé à se familiariser avec notre école et elle a pris cette école de sympathie, elle a connu cette école de l'intérieur. Puis on a voulu aller plus loin, nous avons intégré les étudiants. Donc, quand on est parti pour signer l'accord, j'avais pris avec moi un enregistrement où les étudiants se sont adressés aux étudiants de Séoul, aux Sud-Africains, aux Sud-Coréens, pardon, ça c'est une erreur à ne pas faire, Sud-Africains, pardon. Et ils ont adressé un message où ils disaient qu'ils étaient disposés à les connaître, ils veulent échanger avec eux, et que la Corée du Sud représente une population qui nous est très endogène. Les étudiants d'Hankook, après avoir reçu ce message, étaient très intéressés. Donc nous avons engagé des discussions pour échanger les étudiants. Et nous avons déjà sélectionné, voilà, on a sélectionné des étudiants qui partiront très prochainement en visite et nous recevrons des étudiants sud-coréens ici. Ça aussi, c'est une activité majeure parce que nos étudiants vont se frotter, les Jazairiens sont très accueillants, on veut connaître l'autre, on le considère. Donc, et juste après, nous avons engagé ce projet de congrès et nous avons également été très. On a samten, maintenant à tout le monde pour les intégrer, pour les engager, pour travailler ensemble. Donc, le partenariat est juteux quand on veut qu'il le soit. Tout ne dépend que de notre détermination à le faire. Alhamdoulilah, j'ai une équipe qui est très portée sur l'initiative. Je parle, je donne une orientation et sans même avoir à répéter, à te demander l'avancée où on est, je reçois des mails, je reçois des propositions. Voilà, des propositions. Donc cette dynamique que vit l'école a un intérêt pour tout le monde et ça me réjouit. Quels sont les secteurs ou les métiers d'avenir pour nos profils, selon vous? Je pense que les études ne sont pas le point de départ d'une carrière ou d'une trajectoire. C'est la porte d'entrée. Si on fait des études d'interprétariat, nous ne sommes pas condamnés à être un interprète ou un traducteur. Si on fait des études de médecine, on ne sera pas forcément médecin toute sa vie. Et donc les métiers seront divers. Nous formons des pensées, nous ne formons pas des exécutants. Nous ne sommes pas là, nous n'avons pas vocation à former un comptable pour qu'il restera expert comptable. Tu arriveras jusqu'à devenir expert comptable. Non, on forme un comptable pour qu'il devienne chef d'entreprise. Donc je crois que la meilleure finalité, le meilleur point de chute, c'est la création d'entreprise. Celui qui crée son entreprise, c'est la meilleure des façons de faire. Et puis après, bon, chacun est libre, il reste ici, il part, il fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas liberticide. J'engage tout le monde à essayer de faire ce qu'il veut, ce qu'il aime. Chacun est libre. Voilà. Après, nous avons également engagé des pensées, des réflexions, des projets pour lancer d'autres formations. Nous lançons en septembre le Master CGAO, Contrôle, Gestion et Audit des entreprises, en partenariat avec l'Université de Valenciennes. Et nous sommes aussi en discussion avec l'Université Aix-Marseille pour lancer un master en informatique de gestion. L'informatique de gestion est une formation qui commence à disparaître, mais qui est extrêmement intéressante parce que l'informatique a absorbé tous les métiers, et la gestion, en quelque sorte, a absorbé l'informatique.
L'informatique est devenue à la portée du gestionnaire, du manager, mais l'informatique représente aujourd'hui tous les métiers. On crée cette formation donc avec des partenaires français, des universités françaises, là pour aussi rassurer tout le monde que nous ne sommes pas là pour être victimes de situations ponctuelles. Nous sommes là pour travailler en tant qu'académiciens et nous rester qu'académiciens. C'est notre seule vocation et notre seule population et les étudiants, notre espace estudiantin. Non. Merci. Selon vous, quelles sont les qualités qui peuvent vraiment aider un étudiant pour se démarquer aujourd'hui? Je crois que l'étudiant devra réfléchir sur deux plans, ses études et sa personnalité. Euh, les études ne forment pas le meilleur des managers. Les études sont là pour t'aider à commencer à savoir réfléchir. Donc à te mettre dans des situations favorables, moins favorables, des situations critiques, comment rebondir, et ce que devrait être notre possibilité de résilience. Ce que j'avais dit le jour de ma prise de fonction ici, j'ai dit que je veux former des étudiants qui ne se déconstruisent pas à la déconstruction de leur environnement. Je ne sais pas si ça a été bien perçu, mais l'idée est là. L'étudiant devra essayer de devenir celui qui choisit la meilleure des solutions et de renoncer à aux situations les plus critiques, essayer de les éviter. Euh, L'étudiant travaillera de plus en plus sur des projets comme celui que vous entamez. Donc travailler sa personnalité, son charisme, sa possibilité d'émergence parmi ses semblables, parmi ses pairs. Ce qui m'amène à dire que l'étudiant doit se construire sur plusieurs plans. Sur le plan du savoir, sur le plan du savoir. Le savoir-être et le savoir-faire, les deux savoirs que nous avons appris à connaître depuis notre jeune âge. Qu'est-ce que vous pensez de l'importance des stages annuels à l'ESA? Et si vous avez un conseil à donner aux étudiants pour bien profiter, qu'est-ce que vous leur disiez? Alors, ce que je pense des stages. Les stages ont été effectivement un des points focaux de ma réflexion avant de venir ici, et donc de mon projet pour l'école. Les stages, je crois qu'ils étaient, ou qu'ils sont encore peut-être, extrêmement contre-productifs. Ça réduit l'importance du stagiaire de plus en plus. Le stagiaire est envoyé dans une structure où il n'est pas connu. Des fois, on le voit comme un enfant, on le voit comme un exécutant, on le voit comme une menace parce que c'est le premier responsable qui l'autorise à intégrer la formation, la structure. Et donc, c'est un risque de fuite d'informations. Et donc, l'environnement euh, qui est en face de lui est manifestant d'opacité. Et donc, il n'apprend pas, il n'apprend rien. Euh, pour pallier cette, ce frein, enfin, ce biais, cette imperfection, nous avons essayé de reformaliser le forum des stages. Le forum des stages était une activité, comme partout, où les entreprises viennent, ils sont là pour recruter, les étudiants arrivent avec leur CV, extrêmement simpliste, parce qu'on fait des CV euh, où on intègre des images, etc. Et puis après, ça nous complexe, on dit non, non, c'est trop voyant. Après, on revient à la simplicité, on met le nom, prénom, une belle photo, et on la présente, personne ne nous rappelle. Donc, forme des stages, ils sont là, on a 50 entreprises, 80, on dépose tous les CV, ils appellent d'eux pour aller faire des photocopies dans une boîte de communication ou faire le chauffeur. Ça, on veut arrêter ça et on l'a arrêté d'une manière graduelle. Cette année, on a essayé d'encadrer les étudiants.
donc les préparer aux entretiens. Comment faire son CV, comment être vendeur de soi-même. Et donc, on les a formés, on a fait des ateliers avec la participation d'un cabinet, hein, d'un professionnel, euh, qui a été très efficace dans ce travail. Et puis après, le BD aussi a fait la même chose, le parallèle. Donc tout le monde était intégré sur cette façon de se préparer à partir vers l'employeur. L'employeur, par effet de conséquence, s'est vu engagé dans une démarche de sérieux, parce qu'il s'est vu en face d'une vraie masse d'étudiants. Et cette masse-là était compétente. Donc ils ont été en quelque sorte amenés à prendre sérieusement en considération les stagiaires. Nous avons eu beaucoup de retours. Déjà, nous avons eu des entreprises, nous avons eu 130 entreprises contre 180 l'année passée. Donc c'est une avancée, c'est du quitte au double, une avancée considérable. Et de ce forum de stage découle beaucoup de recrutement pour des stages. Et les stagiaires sont très contents. Je les rencontre aujourd'hui. Nous n'en avons pas encore de retour, mais nous verrons ça quand ils remettront leur rapport de stage, etc. Mais jusque-là, les échos sont très favorables, très Plaisir. positifs. Voilà. Donc ça, c'est la première phase. C'est la première année, notre première année d'activité, où on veut redynamiser les choses. Et donc, sur le plan des stages, je crois qu'il y a grande chance pour que nos stagiaires euh, tireront le meilleur d'eux-mêmes. Et j'invite les stagiaires euh, de, d'essayer d'éviter de partir dans des entreprises familiales. Il faut essayer d'aller dans des environnements hostiles, des environnements où on se découvre, où on apprend. C'est leur choix, nous ne pouvons pas orienter. Et Moi, je m'interdis d'envoyer un étudiant va dans cette entreprise. Ce n'est pas notre rôle. L'étudiant a le droit de choisir et il choisit, mais je les invite vivement à éviter de choisir les entreprises familiales, c'est-à-dire proches de leur entourage, pour aller dans des environnements nouveaux, pour découvrir des choses et pour apprendre. très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de la Summer School, qui sera en Corée du Sud. Mais on a remarqué que vous avez choisi que 15 étudiants sur tous les niveaux et surtout un seul étudiant en master. Est-ce que c'était une stratégie ou c'était juste un test? Non, c'est pas une stratégie, les accords ont mené à ça. Nous n'avons décroché que 12 places. 15, c'était au départ 15, après nous ont ramené à ça parce que ils ont 6 chambres ils ont pu, ils ont pu nous réserver 6 chambres, donc 2 chambres par étudiant. Euh, Moi, j'aurais voulu avoir 100 chambres pour chacun sa chambre, mais c'est dans une première. J'espère l'année prochaine, on aura 50, peut-être plus. On a on a mis en point j'ai engagé une commission qui a observé les profils. Il y a eu une sorte de sélection pour pouvoir choisir. C'était difficile hein, pour dire à quelqu'un, toi tu y vas, toi tu n'y vas pas. À Summer School, je pense que d'ici quelques années, ça va être une porte ouverte pour tout le monde. Il n'y a pas que la Summer School pour la Corée du Sud, il y a aussi pour l'Allemagne. Mais là, il y a 2 places. Donc les Allemands recevront 2 de nos étudiants, ils enverront 2. Les 2 étudiants viendront, c'est les Allemands qui envoient en premier. Euh, mais ces 2, nous ne pouvons pas C'était pas dire. un choix. C'était pas un choix, c'était imposé. C'est la première étape de cette expérience. L'année prochaine, peut-être on aura plus, et puis on Inch'Allah. veillera que ce soit plus. Inch'Allah, on verra. Peut-être qu'il y aura plus d'ouverture vers l'international, pas que Non, la Corée. on est parti, que la Corée, la Corée c'est loin. Bon, l'Allemagne c'est pas loin, 2 places c'est vraiment c'est peu, mais c'est comme ça, parce qu'il y a un problème C'est le début. d'hébergement. C'est le problème d'hébergement. Quand on envoie, on se doit d'assurer les activités qui se passent durant la summer school, mais aussi bon, l'hébergement. Après, pour les besoins de vie, etc., ça peut être à la charge de l'étudiant. L'hébergement, il faut qu'on assure l'hébergement parce que c'est une question de sécurité d'arrangement pour que ça se passe bien. Le programme de la Corée, de la Summer School à la Corée du Sud est varié. Il y a
La culture coréenne, il y a la justice pénale, il y a le film, les médias, la communication, le business, et cetera. Pourquoi vous avez choisi un programme aussi varié? Alors, le programme, je me suis défendu de le discuter et j'avais dit à notre homologue ceci. Euh, je crois que quand on est l'hôte, on, on a au moins le droit de donner, même si on a envie d'inculquer quelque chose à notre invité, à notre guest, euh, on se réserve ce droit. Et donc, par euh, politique, par, euh, par souci de politique, hein, on va dire, de, de, de savoir-être, je n'ai pas jamais discuté ce programme. J'avais dit que nous sommes vos invités. Vous avez à choisir le programme, vous le faites. Je trouve qu'il est excellent. Ils ont fait Il est l'effort. varié. Voilà, ils sont là, ils ont. Mais c'est que dommage. Ils nous ont prêté attention. Et donc, ça m'a fait vraiment plaisir. Et nous, en contrepartie, nous organisons des choses bien pour nos invités. Inch'Allah. Inch'Allah. Le coût de la participation à la Summer School est de 1500 euros, hors visa et billets. Pourquoi c'est aussi élevé? Alors, la structure de formalisation du coût échappe à notre contrôle. C'est notre partenaire, dont on- tout autant que le décalage avec le coût que nous proposons. Parce que le coût de la vie n'est pas le même. 1500 euros de l'autre côté représente pour ici 300 000 dinars. Et tu vas pas faire payer à un étudiant 300 000 dinars pour des besoins de subsistance. Puisque ce sera du transport et de l'alimentation, de l'hébergement qu'on offre juste ici, ce sera beaucoup moins. Donc il y aura ce décalage que nous acceptons par, par éthique. Par éthique. Parce que si nous proposons la même chose, de l'autre côté, ce sera inéthique pour moi et ce sera extrêmement euh, commerçant. Et nous n'avons pas vocation à le faire. L'étudiant est un étudiant, qu'il soit alsacien ou autre, nous le traitons de la même manière. Donc nous proposons pour les Sud-Coréens un prix beaucoup moins élevé. Pour le prix proposé par la partie sud-coréenne, 1500 est est un coût négocié, déjà négocié au départ, et nous sommes arrivés à ça. Le billet d'appel, le billet d'avion ne peut pas être intégré parce que on est invité au moment même où on franchit la porte de notre hôte et pas à la sortie de notre maison. Quand tu es invité chez quelqu'un, il va pas t'envoyer un taxi. Mais quand tu arrives chez lui, ça y est, tu es son guest. Donc le transport, n'en parle pas. On n'en parle même pas. Le transport, donc le billet d'avion, le visa, etc. Eux, ils ont nous envoyé des invitations pour faciliter le visa. Euh, L'ESA aussi prend en charge tout ce qui est administratif. Euh, L'ambassadeur de Corée est un ami de l'ESA. Je l'ai déjà sollicité et il est disposé à nous offrir le visa dans la journée, Pierre. Donc les problèmes de visa, on l'a réglé, mais les frais de visa ne sont pas possibles à la dépense de l'école, donc sont à la charge de l'étudiant. Euh, les 1500 euros serviront voilà, pour les dépenses des étudiants là-bas. Ils mangeront, il y aura des activités, etc. Et nous étions en discussion pour essayer de réduire aussi ça. Et nous avons négocié jusqu'à obtenir un rabais jusqu'à 1300 euros, voire 1200 euros. Donc ça s'est confirmé. Donc 1500 euros, ça a déjà été revu à la baisse et ça a été réduit à 1300, je pense, voire 1200 euros. Et je crois que c'est pas cher. Pour Surtout l'étudiant, par c'est rapport à la vraiment cher. Corée. Par rapport à la soirée, Séoul, je me suis rendu à Séoul, je sais ce que c'est. C'est une ville extrêmement chère. C'est une ville très chère. Et c'est une ville d'un développement incroyable. On marche, il n'y a pas de bruit. Il y a des voitures qui passent, il n'y a aucun bruit. Tout est électrique, tout est chauffé, tout est organisé. Ça vaut le prix.
Pour Non plus. l'anecdote, on discutait, on est arrivé à constater que là-bas, les gens ne mentent pas. C'était rigolo parce que c'était dans un hôtel où il y avait une chambre où il y avait euh, des, des odeurs qui étaient désagréables. Et donc on se rend à la réception, on dit, on demande de nous changer la chambre. Ils acceptent, donc on nous change la chambre. On leur dit, vous saviez qu'il y avait ces odeurs, oui, ils nous ont dit oui. On sait. Donc dans n'importe quel hôtel, ils diront non, il n'y a pas d'odeur, malgré que donc ils vous changent, mais ils vont nier. Ces activités hôtelières et comme ça, partout dans le monde. On ne déclare jamais ses faiblesses et ses défaillances. Alors eux, ils n'ont pas menti, ils nous ont dit la vérité et c'était rigolo, on a rigolé par Ils sont rapport à ça. sincères. Donc c'est une ville très intéressante à connaître, à découvrir. Euh, et la destination, elle est loin. C'est l'autre bout de la Terre, c'est à l'opposé de notre position. C'est l'Asie, quoi. Voilà, c'est l'Asie. Et, et le développement aussi de, de l'université, des activités d'enseignement très développées et à découvrir. Est-ce que vous vous considérez plutôt dirigeant, pédagogue ou facilitateur? Je crois que je suis un manager participatif. Je crois que je suis un paternaliste avant tout, directif quand il le faut. Facilitateur, non, je n'aime pas la facilité. Je suis là pour booster, je suis là pour essayer d'amener les collaborateurs à faire ce qu'ils pensaient impensable. De, de découvrir qu'ils sont capables de faire ce que les autres sont ignorants qu'ils peuvent le faire. Parce que tout le monde peut faire tout quand on est avec une détermination et quand on a les moyens. Je suis là peut-être pour déployer les moyens nécessaires, je suis là pour réguler, je suis là pour essayer de relâcher les freins qui existaient par ailleurs. Donc pour me juger, je ne sais pas, j'ai essayé de faire une réflexion introspective qui me ramène à dire ça. Cela dit, j'ai posé cette question même à mes collaborateurs qui m'ont donné des réponses, mais je sais que ces réponses-là sont biaisées par notre relation de dirigeant. Sans subjectif. Voilà, donc c'est subjectif. Donc j'aimerais bien être une chaise qui serait présente dans leur cercle fermé pour voir ce que je suis. Et je pense qu'on est tout. Et on est le même et l'autre en même temps. Parfois, on est le même et parfois, on est l'autre. Des fois, je pense que le monde est binaire. Le monde est. Je pense que le monde est bipolaire. On a toujours besoin d'une URSS, d'une Amérique. La Russie et l'Amérique. La Chine et l'Amérique. L'homme et la femme. Dieu et le reste, la création. Donc il y a cette bipolarité qui équilibre les activités et l'existence humaine. Et je crois que je suis à la fois le dirigeant paternaliste et peut-être le manager qui est là pour, être le tayloriste qui pousse les gens d'une manière de travail d'usine. J'espère ne pas être liberticide, j'espère pouvoir respecter les droits des uns et des autres, ça c'est le plus important. Et j'espère me tromper le moins possible parce qu'on se trompe. Et quand on se trompe, on prend un autre chemin qui sera de toute façon un chemin. Qui sera en conséquence. De toute façon, sera un chemin qui aura un aboutissement. Et cet aboutissement nous servira d'une façon ou d'une autre à quelque chose. Parlons maintenant des clubs de l'ESA. Qu'est-ce que vous pensez des clubs de l'ESA et qu'est-ce que ça peut nous apporter qu'en plus dans la vie étudiantine mais aussi académique? Les clubs de l'ESA est un vecteur important pour l'étudiant, pour la vie de campus.
je l'ai dit dès mon arrivée ici, que je donne de l'importance à la vie du campus plus que toute autre chose. Euh, le campus est l'endroit et le marché où se rencontrent les idées et les personnages. Et là peut faire émerger de cette confrontation, de ce marché, parce que tout est marché, de ce marché, on peut faire émerger des nouvelles personnes et des nouveaux moi. Aujourd'hui, je suis moi, demain, ce sera le nouveau moi. Et donc, les clubs servent à ça, servent à s'organiser, à organiser des choses. J'ai été leur invité sur plusieurs plans, ça m'a fait plaisir de les voir comme ça s'exprimer. Et je crois que les clubs sont le pupitre où on peut manifester ce que l'on veut dire. Et donc, c'est le club nous sert à pupitre pour que notre voix porte, pour que notre voix soit entendue par nos pairs, par les étudiants, par l'administration, par le corps professoral, par, par nos partenaires, parce que nous sommes maintenant avec des partenariats, et les partenariats servent aussi à ça, pour que la voix de l'étudiant porte et traverse la clôture de l'école, traverse la frontière du pays, traverse les océans, pour arriver à bon port, et que cette parole puisse avoir un écho, donc un rayonnement, donc un retour, donc une amélioration, et par effet de conséquence, une amélioration et une introspection. Donc tout ça sert pour que l'étudiant se remet en question et pour dire que si j'ai tort, tu n'as pas forcément raison. Le 6 entre nous est vu 6 par moi et 9 par vous. Donc on a tous raison quelque part. Et donc les clubs, c'est un moyen pour s'exprimer. C'est un moyen pour que le BDE ne mobilise pas la, la, la parole de l'étudiant. Les clubs sont libres, sont créés par qui veut, et que le BDE ait une autre activité pour défendre les intérêts des étudiants, travailler sur des pistes qui sont déjà générées par les activités peut-être des clubs. Et j'ai vu cette année que les clubs vraiment étaient très actifs et ça a permis de déchaîner en quelque sorte l'étudiant pour qu'il essaye de faire ce que vous faites, par exemple aujourd'hui. On est tous passés par un échec ou une difficulté. Et donc, est-ce que vous avez un échec ou un burn-out qui vous a vraiment marqué et dont vous avez appris une leçon qui vous sert aujourd'hui? Les échecs, je crois que toute ma vie, échec. J'ai échoué partout où j'ai agi. Euh, Parce que j'entends par échec les pertes qui sont inscrites dans les moyens qu'on a déployés. Euh, dans une guerre, il n'y a pas de gagnant. Tout le monde est perdant. Quand on perd une ressource, c'est une perte. Je pense que toutes mes actions, tous mes agissements, toutes mes activités, toutes mes décisions ont une conséquence et sont porteuses de sacrifices. Et j'ai dû renoncer à des choses pour acquérir d'autres. Parce que j'avais jugé que tel ou tel, euh, tel ou tel apport était plus important. Tel apport était plus important que l'autre et telle ressource était plus importante que l'autre. Donc j'ai dû certainement sacrifier une ressource pour avoir un apport. Donc c'était peut-être une, une mal considération, peut-être une évaluation biaisée, peut-être que j'avais vu une ressource comme étant inopportune, comme étant, euh, comme étant non, qui sert moins que l'autre, et peut-être que cette ressource était plus importante. Les gens qui avaient du pétrole dans le 19e siècle ne savaient pas que ça servait. Et ils ont vendu des terres qui étaient, où il y avait le pétrole qui surchait en surface. Donc on ne peut pas savoir. J'ai eu des échecs. Je pense que toute ma vie était une vie d'apprentissage. J'ai appris de mes enfants. Mon fils
m'a dit une fois, papa, dis-moi la vraie vie. Dis-moi la vraie vérité. Donc j'ai su qu'il y a une vraie et une mauvaise, et une fausse vérité. Et une fois, frère, je dis ça parce que je des amis extrêmement forts. Donc mon fils, je lui ai dit, t'as pas travaillé, fais les devoirs. Martin, je fais les devoirs. Il m'a dit, si, j'ai bien travaillé. Il m'a dit, c'est Martin. Il m'a dit, si, qui t'a dit, papa? قلت له قال لي Manil, donc son frère aîné, j'ai deux garçons, son frère aîné. J'ai dit, c'est Manil qui m'a dit que tu ne peux pas travailler. Il dit, papa, personne ne le sait. Il n'y a que moi qui sais. Et donc, c'est extrêmement philosophique. C'est pour ça que je dis que la meilleure école, c'est l'enfant. Et j'ai appris de lui beaucoup de choses en, en discutant. Son frère aîné aussi, c'est mon enseignant en matière de podcast, en matière de bugs. Le bug, il m'a appris que le bug était le papillon. C'était le papillon qui avait intégré l'unité centrale, donc un hardware, enfin, des questions comme ça. Voilà, sur mon téléphone. Et donc c'est comme ça. C'est vraiment inspirant. Oui, c'est inspirant ça. Si vous aviez, si vous êtes en face d'un jeune aujourd'hui qui a 20 ans, ou vous êtes en face de vous, 20 ans, euh, qu'est-ce que vous pourrez dire ou vous pourrez conseiller à ce jeune en face de vous? Ce jeune de 20 ans, je lui dirai deux choses. Je lui hurlerai une et je lui murmurerai l'autre. Je lui dirai de travailler pour réussir, euh, de travailler avec toutes ses forces, de tout sacrifier, de travailler fort et d'être tenace. Et de, quand on veut avoir la chose, on s'y accroche. Quand on est déterminé, on réussit. Et moi, je dis qu'il y a trois qualités qu'il faut avoir quand on veut réussir une action. Il faut être rapide, il faut être déterminé et il faut être imprévisible. Les trois actions. Il ne faut pas qu'on te voit venir. Il faut que tu agisses vite. Tu agisses vite. Il faut que tu sois déterminé. Il ne faut pas de trêve. Donc je lui dirai ça en hurlant et avec force. Et en murmure, je lui dirai, ne sacrifie rien de ta vie. Vis le moment. Vis ta vie. De toute façon, tu ne feras que ce que tu aimes. Parce que même quand tu te réfères à ce que j'avais hurlé, quand tu appliques ce que j'ai dit, ou tu prends ça en référence, tu vas apprendre à aimer ce que tu fais. Et donc tu feras ça. Et donc même les sacrifices ne seront pas des sacrifices. Mais en murmure, je dirais, ne sacrifie pas les choses que tu aimes, donc vis ta vie. Pleinement. Sans aucun frein. Mais, et une éthique de كما نسميوها حنايا عندنا الشهامة والكرامة. الشهامة والكرامة, c'est deux qualités que je ne retrouve dans aucune autre langue. Le karama, c'est pas l'hospitalité. Le karama ou le shahama, surtout le shahama, c'est deux qualités qu'il faut avoir en tant qu'être humain. Exactement. Ah, ça, c'est mes deux conseils. Et je te murmure là, et je te hurle l'autre. Avec plaisir. Est-ce que vous avez un film ou un livre ou même une série qui vous a vraiment inspiré? Oui, j'ai un livre, un film et une série, je crois. Ça ne peut pas être autre. La série, c'est Blacklist. Enfin, Le livre, c'est L'étranger. L'étranger. De Camus, oui. L'étranger de Camus. Caligula, si tu veux. Bon, par son nul concurrent, c'est L'étranger de Camus. Après, pour le film, je crois que le film le plus inspirant, c'est Hate, H-E-A-T, où Robert De Niro, qui est voleur, qui est braqueur, affronte son ami, je n'ai oublié son nom,
Al Pacino, qui est flic. Et dans cette confrontation, on voit beaucoup de, on voit beaucoup de vie. On voit les principes, on voit l'amitié, on voit le sacrifice. Il y a un protagoniste du braquage qui était marié à une fille qui l'aimait d'une manière inconditionnelle, qui avait tout sacrifié. Et en fin de course, elle n'a pas voulu le vendre. Donc elle a sacrifié. C'est un film extrêmement inspirant. C'est un film léger. Je ne dirais pas Le Parrain, je ne dirais pas, c'est pas Autant l'emporte le vent, les grands moments et un moment intense du cinéma, je dirais pas ça, mais je dirais Hit. Voilà, donc Hit, Blacklist Regardez-le. et Et l'étranger. L'étranger. Voilà. Il y a une question qui m'est revenue beaucoup et que je dois vous la poser. Qu'est-ce que un bon directeur général? Un DG? Je crois qu'un DG est un bon DG, c'est celui qui socialise les gains et capitalise les pertes. Je m'explique. Il y a des dirigeants qui, quand ils réussissent, ils disent j'ai réussi. Et quand ils perdent, ils disent vous avez perdu. Et c'est logique. Parce que c'est l'équipe qui travaille. Et c'est lui qui va certainement avoir les retombées. Moi, je pense que le bon dirigeant, c'est celui qui fait tout le contraire. C'est celui qui prend la responsabilité des pertes, donc qui capitalise les pertes, et il socialise les gars. Quand on réussit, c'est nous. Quand on perd, c'est nous. Ça, c'est le propre des dirigeants, et je pense être comme ça. Euh, je ne dis jamais à un collaborateur, tu as perdu, tu n'as pas réussi, parce que je pense que s'il a perdu, c'est que j'ai quelque part été... Fauté ou mal dirigé? Voilà, il n'y a pas de mauvais dirigés, il y a de mauvais dirigeants. Et Marc Aurèle disait, tes erreurs de fils sont mes défaillances de père. Voilà. Donc ça, c'est à méditer. Tes Exactement. défaillances de fils, tes erreurs de fils sont mes défaillances de père. Marc Aurèle est un empereur romain qui était philosophe également et qui a laissé beaucoup d'ouvrages. C'est un homme qui a eu un reflet de ses réflexions. C'est un homme qui a vu ses paroles traverser le monde parce qu'il a conquis presque le monde. Mais c'est un homme de savoir. Très bien. Pour terminer cet épisode, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de podcast qui tient à lier entre les jeunes et les professionnels dans tout ce qui concerne le monde des affaires? ESA Talks. Alors de prime abord, toute initiative est porteuse d'un résultat et donc quand on dit initiative, c'est déjà gagné, c'est un apport. Initiative, je fais une chose de moi-même et donc le résultat n'est pas attendu, donc le résultat n'est pas mesurable et tout ce que ça pourra donner est intéressant sur le plan de prendre la matrice de rationalité. Après, pour revenir précisément à cette question, je crois que cette initiative, et singulièrement celle-là, est une première qui donne naissance à une réflexion de multiples parts. Une réflexion, c'est-à-dire un retour de part et d'autre. Donc tout le monde dira ce qu'il pense. L'étudiant, de son côté, recevra et peut-être dira ce que ça va être, je ne le connais pas, on n'a pas assez de recul pour le dire, mais je crois que le fait d'essayer de créer ce lien s'inscrit dans notre rôle d'école et dans la façon de voir, la façon de penser, ce que voudrait l'étudiant. Le but de l'étudiant, c'est d'être formé et pouvoir intégrer le marché du travail, voire créer
un acteur du marché du travail, donc son entreprise, que je disais tout à l'heure. Donc créer cela est le propre de notre activité. Donc c'est notre cœur de métier, en tant qu'école. Ce que vous faites s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Je tiens à ce titre à te, le, te faire savoir que je suis extrêmement content de ça. Ça me réjouit et j'en suis fier. Je suis content et je crois que ma participation avec vous me donne pleinement le droit pour dire notre initiative. Non, l'initiative c'est la vôtre. C'est la nôtre. Comment on appelle ça? Notre film podcast. Notre podcast. Notre podcast. C'est grâce à cette école que j'ai pu déjà réaliser ou concrétiser un projet qui me tenait vraiment à cœur depuis des années. Ah bah cette école c'est la vôtre et donc voilà. Et j'en suis fière d'en faire partie. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, c'était agréable. Donc, merci beaucoup. C'était un épisode très inspirant, monsieur le directeur. Je vous en Et prie. ça m'a fait vraiment plaisir d'écouter votre parcours, vos conseils et vos partenariats, vos projets. C'était vraiment motivant pour voir et de voir qu'on a un directeur comme vous. Yatek Saha. Ah, merci, ça c'est flattant. Je vous remercie pour ces belles paroles et voilà, cet éloge. Et à mon tour, je dois dire quelque chose. Et à mon tour, je dis que je vous remercie également pour cette chance, pour pouvoir être présent avec vous, essayer d'être un apport et vous dire ce que je pense de vous et de ce que vous pouvez être et ce que je suis. Tout ce que je suis aujourd'hui n'est qu'un ensemble de moyens mis à la disposition de vos besoins pour que cette école, avec vous bien sûr, comme partie intégrante, puisse être hissée parmi les plus grandes au monde. Et je précise bien au monde. Donc en dernier mot, je vous dis que je n'ai aucun conseil à vous donner, parce que c'est de vous qu'on apprend. Et nous sommes là à votre service pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Merci. Merci à vous. وإحنا معلينا غنقول لكم نتلاقاو في l'épisode prochain avec un nouvel invité pour découvrir un nouveau parcours. Merci beaucoup.